Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir pour la deuxième édition de la remise des trophées de la valorisation de la recherche. Les chercheuses et les chercheurs ou les enseignants-chercheurs les plus remarquables vont être mis à l'honneur. Cette valorisation concerne les interactions entre la recherche publique et le monde socio-économique. Elle englobe notamment les collaborations de recherche publique-privée, le transfert de technologies ou encore la création de start-up technologiques. Vous vous en doutez, eu égard aux conditions sanitaires, cette cérémonie va se dérouler en distanciel dans le strict respect des gestes barrières. Enfin, cette remise de trophées est placée sous le haut parrainage de deux personnalités remarquables, un parrain académique et scientifique qui n'est autre que le lauréat du Grand Prix Marthe Condat de l'année dernière et que nous aurons le plaisir de retrouver dans la dernière partie de notre événement. Il s'agit du professeur Guy Serre, qui, je le rappelle, est directeur de l'UDR INSERM Université de Toulouse et consultant innovation, partenariat, valorisation au CHU de Toulouse. Et une marraine issue de l'industrie, c'est Régine Sutra-Horus, responsable système électrique et électronique chez Safrantech, qui m'a rejoint sur le plateau. Régine, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi c'était important pour vous d'être la marraine de ces trophées ? Alors, d'abord, merci effectivement de m'avoir invité. Je suis très honorée de participer donc, à la remise de ces trophées. Alors, nous, industriels, et en ce qui me concerne en particulier, donc, venant de l'industrie aéronautique, il est extrêmement performant pour que nous puissions proposer des technologies innovantes et compétitives, de s'appuyer sur une recherche académique extrêmement performante et compétitive également. Donc, c'est indispensable en fait que les solutions développées par nos académiques aboutissent, arrivent dans nos industries pour que l'on puisse continuer à vendre nos solutions. Merci Régine. Alors, quelques mots à présent sur la genèse de ces trophées. 5 trophées thématiques vont être remis, ainsi que le fameux Grand Prix Marthe Condat. Alors, cette année, le jury était composé de 7 personnes, vous notamment, donc, Régine Sutra-Horus, je le rappelle, directrice des pôles systèmes électriques et électroniques chez Safrantech Toulouse. Guy Serre, directeur de l'UDR INSERM Université de Toulouse et consultant innovation, partenariat, valorisation au CHU de Toulouse. Marc Lemonnier, PDG fondateur d'Antabio. Arnaud-Yves Goucham, responsable de service soutien à l'innovation et au partenariat de valorisation à la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Thierry Merchiol, responsable Venture Capital chez Nubo l'Incubateur. Bruno Bonduel, ancien dirigeant de la société Soterem, et enfin Linda Licolini, qui est founder and CEO de Swalis Medical. Après des échanges qu'on imagine intenses, le jury a sélectionné un ou une lauréate dans les catégories suivantes: collaboration en Occitanie, partenariat remarquable, impact social, transfert de technologie, création d'entreprises et le Grand Prix Marthe Condat. Cet événement a été co-construit avec nos partenaires, le CNRS, qui est représenté par Christophe Giraud, son délégué régional Occitanie-Ouest, ainsi que l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, représentée par son président Philippe Rimbaud. Il a été enfin co-organisé par Toulouse Tech Transfer et la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Sans oublier, bien sûr, un aspect qui est loin d'être anodin, les récompenses. Les lauréates et les lauréats des prix auront le plaisir de recevoir une belle dotation, un écran TV Philips 70 pouces, un pied pour l'écran, un iPad Air 256 Go, une housse pour le dit iPad et un diplôme. Et enfin, pour le Grand Prix Marthe Condat, 40 000 € en matériel pour le laboratoire du lauréat ou de la lauréate. Sans plus attendre, je vous propose qu'on remette le premier trophée de cette cérémonie dans la catégorie collaboration en Occitanie. On découvre ensemble le gagnant ou la gagnante. Une collaboration de recherche entre un laboratoire et une entreprise, c'est produire ensemble des connaissances qui donneront lieu à des innovations pour l'entreprise. Le projet de recherche est construit sur un sujet d'intérêt partagé. Chacune des parties apporte les ressources nécessaires à la collaboration qui se traduit par le partage de moyens investis, de connaissances, d'équipements, de ressources humaines et de financement. Cela permet au laboratoire de travailler sur des sujets proches des besoins sociétaux tout en produisant de nouvelles connaissances publiables dans des revues internationalement reconnues. Et grâce aux résultats produits, l'entreprise pourra générer des innovations et faire un retour financier aux laboratoires et aux inventeurs. Les collaborations de recherche donnent souvent lieu par la suite à des partenariats plus long terme.
Bonjour Laurent Selle, j'ai le plaisir de vous remettre le diplôme collaboration en Occitanie dans le cadre des trophées de la valorisation de la recherche. Vous aviez quelques remerciements à faire. Oui, tout à fait. Écoutez, je tiens à remercier avant tout Toulouse Tech Transfert et le jury qui m'a sélectionné. Et puis le laboratoire, bien sûr, qui est le lieu où on peut réaliser ces collaborations, ainsi que mes collègues qui ont participé à ces travaux. Racontez-nous en quelques mots l'histoire de cette collaboration, cette genèse. Et je crois qu'il est important de faire un point aussi sur le contexte. Oui, c'est une longue histoire que je vais essayer de faire courte, mais ce sont des collègues et des connaissances qui m'ont amené vers le sujet de l'hydrogène. Au début, je n'étais pas persuadé de l'intérêt pour mes recherches qui sont un petit peu fondamentales. Puis j'ai pris conscience de l'importance que ça pouvait avoir, en particulier au niveau du contexte global, qui est celui de la décarbonation de l'économie et de la diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Donc j'ai pu rencontrer Nicolas Gérez, qui est le CEO de l'entreprise Bulan, et qui m'a expliqué son projet qui consistait à hybrider le chauffage domestique avec de l'hydrogène. Et ça veut dire aujourd'hui, concrètement, vos recherches ont permis de... Aujourd'hui, on a développé une preuve de concept qui montre qu'avec la technologie Bulan, on peut diminuer les émissions de CO2 du chauffage traditionnel qui utilise du gaz naturel en utilisant un électrolyseur qui est alimenté par des électrons verts, c'est-à-dire des électrons qui proviennent de sources renouvelables, qui produit de l'hydrogène, qui intervient dans la combustion et qui donc produit un service égal ou supérieur en diminuant les émissions de CO2. Vous souhaitiez aussi faire passer le message à votre collègue, plus généralement chercheuses et chercheurs, que ça s'inscrit ensuite dans un cercle vertueux, puisque d'autres partenariats peuvent déboucher à partir du moment où vous mettez le doigt dans cet engrenage. Oui, tout à fait. Je dois avouer que c'est un sujet, une collaboration dont je n'ai pas vu l'intérêt tout de suite. J'étais un peu pris dans mes thématiques quotidiennes de recherche. J'ai mis un peu de temps à prendre la mesure d'abord de l'intérêt du sujet, puis de l'intérêt de la collaboration avec ce partenaire Bulan. Ça a été une aventure humaine fantastique. Et aujourd'hui se développent de nouvelles collaborations avec de nouveaux partenaires industriels qui souhaitent rejoindre l'équipe pour développer de nouvelles technologies. Finalement, Laurent Selle, vous nous avez rejoint. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est ce que j'ai toujours dit. Allez, vous restez avec nous et avec Régine. On va aborder notre deuxième trophée, celui de la catégorie partenariat remarquable. Voici le lauréat ou la lauréate. Un partenariat industriel, c'est un chercheur et une entreprise ou un groupement d'entreprises qui s'allient pour construire une relation privilégiée et durable. Cette relation est établie la plupart du temps afin d'améliorer les capacités d'innovation de l'entreprise à partir des connaissances scientifiques du laboratoire. Ce partenariat permet aux chercheurs de mieux pérenniser ses recherches scientifiques, d'élargir le champ de ses investigations et de développer des applications concrètes. Et il permet à l'entreprise d'avoir accès à toute la force de la recherche publique. Infrastructures de pointe, solides compétences, formation, pour l'aider dans son développement. Bonjour Arnaud Arbouet. Vous recevez le trophée 2020 dans la catégorie partenariat remarquable pour les trophées de la valorisation de la recherche. On vous en félicite. Peut-être pour commencer, quelques mots de remerciement. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais remercier bien évidemment Florent Houdelier, avec qui nous avons porté ce projet depuis quasiment une dizaine d'années. Je voudrais remercier également tous les collègues du laboratoire pour leur soutien. Également le CNRS qui a soutenu ce projet très tôt. Et très fortement. Également les collègues du laboratoire de physique des solides d'Orsay avec qui nous avons collaboré. Et bien évidemment aussi les collègues d'Hitachi qui nous ont fait confiance et qui nous ont fait confiance très tôt pour donc créer ce laboratoire commun avec eux autour de ce projet de microscopie électronique ultra rapide. Et enfin, bien évidemment, les membres du jury pour nous avoir décerné ce prix.
Alors comment s'est passée concrètement la constitution de ce labo commun avec Hitachi? Eh bien, c'est le résultat en fait d'une collaboration qu'on a avec donc sa société, donc Hitachi High Technology, près de Tokyo, qu'on a avec eux depuis plus de 10 ans maintenant autour de la microscopie électronique en transmission. On a eu pas mal de projets, on a développé un premier microscope ensemble qu'on a installé dans les années 2012. Cette collaboration s'est très bien passée. On a commencé un deuxième projet sur une nouvelle source, ça s'est aussi très bien passé, ça ne s'est pas concrétisé parce que ça ne marchait pas, mais vraiment, ça c'est, je veux dire, techniquement, ça s'est bien passé, on se comprenait bien avec les Japonais, donc tout ça, ça s'est fait petit à petit parce que la confiance, ça ne s'est pas gagné du premier coup, donc ça a été un travail assez long. Et puis, le travail qu'on a fait avec Arnaud sur le développement de la microscopie ultra rapide, ça les a intéressés. Et tout ça s'est fait en parallèle, en fait. Et à un moment donné, on s'est retrouvés où on avait la confiance qui allait bien, on avait la technologie qui allait bien. Et Arnaud a eu l'idée de faire ce laboratoire commun. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Voilà. Donc on a proposé, donc avec les collègues, on a proposé l'idée de ce laboratoire, le montage de ce laboratoire commun à Hitachi. Et ils ont accepté après quelques discussions. Et voilà, l'aventure a été créée comme ça. Qu'est-ce que vous retenez du lancement de ce laboratoire commun? Tout d'abord, c'est la concrétisation d'une belle aventure humaine, que ce soit au sein du laboratoire, puisque c'est l'aboutissement d'un projet qui était difficile. C'est également une très belle aventure humaine avec les collègues japonais. Beaucoup de confiance réciproque, apprendre à savoir comment fonctionner des deux côtés, donc une belle aventure humaine. Et également, dans le cadre de ce laboratoire commun, pour l'aspect recherche, c'est la possibilité pour nous de disposer d'un instrument qui va être absolument unique, qu'il aurait peut-être été difficile de financer par d'autres moyens, où nous, côté recherche, on bénéficiera d'un outil vraiment unique. Et je pense que du côté de l'industriel, ils auront la possibilité aussi de bénéficier d'une technologie qui a été développée pendant de nombreuses années dans notre laboratoire. Et c'est Arnaud Arbouet qui nous a rejoint sur le plateau. Ça va, Arnaud? Oui. Vous avez eu le loisir d'apprendre quelques mots en japonais? Très peu. D'accord, on va rester sur Hitachi. On va rester. À chaque fois, je vous mets un peu sur le grill. Hein. Je l'ai fait tout à l'heure avec Monsieur Serre. Allez, vous inquiétez pas, vous restez là encore avec nous. On va découvrir le troisième et dernier trophée de cette séquence. C'est celui de l'impact social. Qui a gagné cette année? On va le découvrir ensemble. Une collaboration ou un transfert à fort impact social, c'est un laboratoire seul ou en collaboration avec un partenaire qui développe une solution qui a un fort impact pour la société, générant ou non des revenus. Le laboratoire développe des solutions innovantes qui prennent la forme de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, de nouveaux services ou de nouvelles pratiques professionnelles qui seront mises en œuvre par des acteurs très variés. L'impact sur la société prend de multiples dimensions, humaines, culturelles, sociétales, environnementales, territoriales, et se mesure sur les coûts évités ou sur l'amélioration apportée à la société. Bonjour Simon Gascoin, on est ravi de vous remettre ce diplôme, ce trophée 2020, Impact Social. Simon Gascoin, qu'est-ce que ça vous fait d'être récompensé, d'être reconnu par vos pairs? C'est un immense honneur. C'est vrai que je remercie énormément la région Occitanie et puis Toulouse Tech Transfer pour me donner ce trophée qui récompense quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire le transfert de connaissances. Si vous deviez remercier aujourd'hui quelques structures, quelques entités, quelques amis? Déjà, j'aimerais remercier grandement vraiment le CESBio, qui est un laboratoire, je trouve, assez exceptionnel parce que on est vraiment à l'interface entre l'utilisation des données satellites et la recherche. Et c'est passionnant parce que c'est un domaine qui vraiment se développe à toute vitesse.
Donc voilà, j'aimerais remercier tous mes collègues du CESBio qui ont préparé en fait le terrain. Moi, j'avais juste à récolter les fruits finalement, c'était pas énorme. Aussi, donc, on a bénéficié du soutien du CNES. Donc, le CNES a vraiment été un acteur majeur dans la réussite de ce projet depuis le début. Et puis, bien sûr, alors après, j'aimerais remercier donc, mes collègues à Magelium qui ont mis en place le service opérationnel, qui ont su en fait, prendre en main des outils qui n'étaient pas les leurs et avec beaucoup de succès. Donc, vraiment, je les remercie. Votre sujet de travail a un fort impact social. Est-ce que vous pouvez nous le décrire en quelques mots ? Alors moi j'ai contribué au développement d'un service en fait qui permet de suivre l'enneigement à travers toute l'Europe à partir d'images satellites. Et donc c'est un service qui est actuellement opéré et disponible à tous les citoyens européens, qui est mis en œuvre par l'entreprise qui s'appelle Magelium ici à Toulouse. Et donc c'est un service qui a une vocation un peu sociétale puisqu'elle vise à suivre notre environnement. Et aussi probablement avec des implications en termes économiques, puisque l'enneigement dans nos montagnes permet notamment l'approvisionnement en ressources en eau, des centrales hydroélectriques ou encore des barrages pour l'irrigation. Simon, racontez-nous un petit peu les étapes les plus importantes de la constitution de ce projet. Alors la première étape qui me vient en tête, c'est le lancement de Sentinelle-2, donc c'est le satellite à partir duquel on a réalisé ce service. Donc c'était donc en juin 2015 et je me souviens quelques semaines plus tard, on avait déjà réalisé donc la première carte d'enneigement sur les Pyrénées, puisque c'est quand même mon site d'études préféré. Et à partir de là, après, j'en ai fait plusieurs centaines de milliers, mais cette première image vraiment est restée dans ma mémoire. Alors ce qui est important pour vous, c'est que les données soient accessibles à tous. Oui, alors ça fait vraiment partie du nouveau concept en fait dans le domaine de l'observation de la Terre qui a été vraiment mis en avant par le programme Copernicus. Donc c'est ce programme européen qui vise à observer la Terre de façon systématique sur le long terme et qui a vraiment pour objectif de diffuser les données au maximum et de façon entièrement libre et gratuite. Et donc nous, on s'inscrit complètement dans cette logique-là. On vise à fournir des données qui soient réutilisables, que ce soit sur le plan commercial, mais aussi pour n'importe quel citoyen qui souhaite les utiliser pour son usage personnel. Ça va, vous avez l'air satisfait de votre prestation, Simon Gascoigne. C'est vous qui m'avez aidé. Voilà. Et je vous propose un premier temps de dialogue qui va englober justement les 3 thématiques pour lesquelles vous avez été récompensé. On l'a intitulé « À la recherche des meilleurs moyens de collaborer dans le monde d'après ». Alors messieurs, on va profiter de vos témoignages qui vont illustrer la diversité de vos expériences. Il y aura sans doute des points communs. On commence avec vous, Laurent Selle. Pour vous, l'enjeu est même plus grand que le monde d'après, car c'est lié au changement climatique finalement. Oui, tout à fait. C'est la thématique à laquelle on se raccroche. Le mot-clé est devenu à la mode quand on parle d'hydrogène. Là, depuis 6 mois, peut-être un petit peu plus. On en parle beaucoup. Alors, racontez-nous un petit peu votre expérience. Alors, vous dites, mon expérience, quand on a échangé, n'apporte pas forcément un enseignement utile post-crise sanitaire. Mais si on se défait de cet effet de mode, si j'ose dire, cette expression du monde d'après, il ne faut jamais sous-estimer le potentiel d'une collaboration. Vous l'avez un petit peu dit, on vous a entendu tout à l'heure. On dit, bon, on est venu me voir, je n'étais pas forcément convaincu. Et là, vous avez été surpris par tout ce que ça pouvait mettre en branle et tout un système vertueux qui s'est installé. Vous étiez vous-même surpris donc, par cet aspect-là. Oui, tout à fait. Quand on rencontre une start-up comme Bulan et qu'on est chercheur dans un laboratoire, eux faisant des postes à souder et moi, à l'époque, travaillant sur des moteurs fusées, je ne voyais pas bien de quoi on allait pouvoir se parler. Et il a fallu du temps, en fait, pour que tout ça se mette en œuvre et pour qu'on trouve les idées qu'on avait en commun et comment on pouvait les mettre en œuvre dans un projet de collaboration. Alors, on doit quoi? On doit s'apprivoiser, on doit identifier ce qui peut générer le plus de valeur ajoutée, on doit être patient. On doit être prêt pour une aventure humaine. Je crois qu'on a employé tous les deux le même mot-clé. On doit être prêt pour quelque chose et après, les idées vont venir. Alors Arnaud, de votre côté, pourquoi est-ce que c'est long d'instaurer la confiance entre les partenaires? On imagine aisément, on l'a vu, vous avez collaboré avec les Japonais, j'imagine qu'il y a des différences culturelles, il y a des différences aussi hiérarchiques, peut-être que Hitachi est une société un peu assez strictement hiérarchisée, expliquez-nous. Alors, effectivement, il n'y a absolument
aucun point commun, je pense, entre une équipe de recherche du CNRS à Toulouse et une multinationale étrangère, qui plus est japonaise. Les façons de fonctionner, effectivement, sont complètement différentes. L'organisation est extrêmement hiérarchisée. On n'a pas les mêmes moyens, les mêmes objectifs. Même le même langage, même technique, il a fallu un certain temps et un certain nombre de projets auparavant pour apprendre un langage commun et à pouvoir Mais comment on fait? Alors la variable la plus importante, c'est le temps. Parce que la confiance, ça ne se décrète pas. Si votre interlocuteur il change au gré des nominations, s'il n'y a pas la même culture d'entreprise, comment ça match? Il faut, effectivement, pour établir cette relation de confiance, il faut du temps et il faut un certain nombre d'interlocuteurs qui soient plus stables, on va dire, dans la hiérarchie. Effectivement, le management a pu changer de leur côté, mais on a eu un certain nombre de personnes, notamment au niveau technique, les ingénieurs qui étaient les mêmes et qui étaient ceux avec qui on avait établi la relation de confiance la plus proche. Et de notre côté, ça a été la même chose. On a eu des changements à la direction du laboratoire et même de l'Institut de physique du CNRS, mais à chaque fois, il y a eu le même soutien également de notre côté. Qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui voudraient se lancer dans une collaboration justement avec des partenaires industriels qui n'ont pas forcément la même culture? Je dirais qu'effectivement, qu'il faut être patient. C'est comme dans la vie, pour établir un partenariat, il faut apprendre à se connaître, apprendre les qualités de chacun, les domaines d'expertise de chacun. Il faut être patient et persévérant. Il n'y a pas eu de coup de foudre, c'était un mariage de raison? Ça a été un coup de foudre, mais il fallait convaincre les parents. Et aujourd'hui, c'est très concret, parce que vous avez des résultats qui sont très prometteurs, et puis ils vous suivent. Oui, tout à fait. Là maintenant, ça s'est concrétisé. On a un laboratoire qui est formalisé, et non, tout est sur de bons rails. Tout roule. Simon Gascoigne, de votre côté, vous mettez l'accent sur la richesse et l'utilité d'un écosystème. C'est vrai que vous êtes bien pourvu quand vous regardez à droite à gauche de votre labo, et ça vous a beaucoup servi. Ah oui, c'est vraiment impressionnant cette concentration en fait, de laboratoires ou d'entreprises qui travaillent dans le domaine de l'observation de la Terre à Toulouse, dans ce secteur en particulier, là, Aerospace Valley. Et ça, je pense que c'est vraiment favorable à ce type d'émergence, un peu de projet partagé entre un labo et une entreprise. Ouais. Après, il faut que l'écosystème il tienne sur la durée, qu'il y ait quand même une volonté. Effectivement, alors je pense que ça nécessite des investissements sur le long terme. Là, dans ce cadre-là, le CNES vraiment joue le rôle de pilier, je pense. Il fait le lien en fait entre tous ces acteurs. Le CNRS aussi, différentes institutions vraiment au niveau national qui servent à maintenir ça. Oui. Un aspect qui a été assez fondamental pour vous, c'est la possibilité de pouvoir rejoindre votre partenaire industriel en vélo. Et oui, c'est important pour moi parce que c'est mon moyen de locomotion privilégié. Donc, le jour où il a fallu se déplacer rapidement, c'était pratique de pouvoir prendre le canal du Midi pour rejoindre la Réunion. Plus sérieusement, quand vous interrogez, vous mettiez l'accent sur ces aspects de données open source. On peut insister là-dessus. Je crois que c'est un point qui est important pour vous. En fait, c'est vraiment, donc, comme j'expliquais, un concept qui émerge dans l'observation de la Terre, c'est de libérer les données maximum. En fait, ça se défend aussi sur le plan économique. Il s'avère que c'est plus rentable même, puisque ça permet de stimuler en fait, le développement de services. Et puis, du point de vue de la recherche, c'est fondamental. En fait. Nous, ça nous permet d'accéder à une immense quantité de données. Et puis enfin, vraiment pour monsieur tout le monde, monsieur ou madame tout le monde, ça permet d'aller voir, d'aller regarder des images satellites, surveiller son environnement, admirer des images satellites gratuitement. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. Ouais. Là encore, même question pour vous. Si vous avez des conseils à donner à des chercheuses ou des chercheurs qui n'osent pas encore franchir le pas, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais qu'il ne faut pas se forcer, il faut en avoir envie, mais que l'aventure est vraiment, vraiment chouette. Ouais. Je ne regrette pas un seul instant. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces retours d'expérience, Régine Sutraorus ? Alors j'ai retenu plusieurs fois, j'ai entendu plusieurs fois le mot humain, et je pense qu'effectivement c'est quand même un petit peu la clé de tout. Si on veut que les deux mondes industriels et académiques se comprennent, il faut déjà que les humains qui les constituent se comprennent. Donc moi j'ai eu la chance de participer à l'aventure création des IRT, dont un des objectifs était effectivement ce rapprochement entre l'industrie et l'académique. Et le message important derrière, c'est que dans l'IRT, il y avait colocalisation.
Donc aujourd'hui, ce n'est pas parfait, mais c'était un premier pas. Et pour se comprendre, il faut être suffisamment longtemps proche pour arriver à comprendre les réactions des autres. Et il n'y a que si on comprend les contraintes et les freins qu'on peut arriver ensuite à coopérer et à collaborer de manière efficace, quoi. Oui, parce que je l'ai rappelé, vous êtes issu de Safran, mais vous êtes détaché actuellement à l'IRT. Alors j'étais détachée. D'accord. Voilà, j'ai passé 5 ans à l'IRT, à la création de l'IRT. J'ai participé au montage du domaine aéronef plus électrique. Et donc vous avez une position particulièrement privilégiée pour voir les deux mondes. Oui. Où se situe le décalage? C'est une histoire de temporalité? C'est une histoire d'exigence? Alors, il y a une échelle de temps. Dans l'industrie, on veut que ça marche vite et que ça rapporte vite de l'argent, puisque voilà, le mot compétitivité est quand même le mot que l'on entend forcément dans l'industrie. La recherche académique a besoin de temps aussi pour vraiment, j'ai entendu le mot recherche fondamentale, c'est extrêmement important de garder une large place à la recherche fondamentale. L'industrie doit l'accepter. Néanmoins, on a besoin aussi de solutions qui vont venir de cette recherche académique et qu'on va pouvoir implémenter dans nos développements technologiques pour nous rester compétitifs. Donc effectivement, je pense qu'il y a ces échelles de temps. Il faut comprendre les contraintes des uns des autres et arriver à trouver où va se trouver le compromis. Avec des exemples qui ont été cités, quoi. J'ai entendu, moi j'étais intéressée par la recherche fondamentale et puis finalement, j'ai pu trouver un point d'intérêt avec une industrie. Donc c'est important. Ouais. Concrètement, on a des outils à disposition. Vous avez nommé les IRT, on a la SAT, on a Toulouse Tech Transfer. C'est des endroits où finalement les deux mondes se retrouvent. Oui. Il y a quelques initiatives aussi, je crois, qui vont être lancées actuellement avec le détachement de chercheurs, d'industriels dans les laboratoires et l'inverse. Et je crois que c'est extrêmement important que les humains se croisent pour se comprendre. Il faut aller encore plus loin, selon vous ? Je pense qu'il faut aller encore plus loin dans ces détachements, alors bien sûr de façon temporaire, pour que effectivement, il faut du temps. Il faut du temps pour se comprendre. J'ai entendu ces mots-là. Donc il faut que ce soit fait dans la durée, et pour que ces relations aussi de confiance, elles se concrétisent. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une prise de conscience globale chez les Français, puisqu'on entend parler de mots tels que conseil scientifique? Bon, c'est quand même assez lié à la situation qui nous occupe, mais ça veut dire que peut-être que la France prend conscience des besoins qu'on a au quotidien d'une recherche scientifique performante. À titre donc plus personnel, on a pu noter depuis quasiment un an, on entend toujours parler, comme vous le dites, de conseils scientifiques. Nous avons besoin de l'avis du monde académique, etc. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience. Je pense qu'on n'a jamais autant entendu que cette année parler de vous, quelque part dans les médias. Parce que sinon, on ne vous voit pas trop, quelque part, les chercheurs dans les médias. Vous êtes un petit peu en retrait, je pense, naturellement. Et on ne sait pas toujours toute la valeur ajoutée, effectivement, que vous nous apportez au quotidien. Peut-être qu'en tant qu'individu, on ne la mesure pas tant que ça. Et j'ai trouvé que cette année, c'est vrai que vous avez été vraiment mis en valeur et, je dirais, à votre juste valeur, quoi. Je trouve que c'est assez rare, malgré tout. Laurent Selle, je vous ai vu acquiescer. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure, puisque vous faisiez partie de ce qu'on appelle les réticents, initialement, ceux qui traînaient les pieds, ceux qui voulaient faire que la recherche fondamentale, ceux qui regardaient l'industrie d'un drôle d'œil. Alors là, j'ai décidé de vous prendre pour cible, laissez passer. Non, blague à part, à partir du moment où vous avez été convaincu, comment vous pouvez justement délivrer un message aux autres chercheuses et chercheurs? Je dirais que la liste des problèmes qu'on peut aborder ensemble avec un partenaire industriel, elle n'est pas écrite avant qu'on se rencontre. Donc il faut se rencontrer, il faut se découvrir, et c'est ça qui va faire qu'on va trouver ce qu'on a fait ensemble. Alors ça peut être un petit peu différent dans certains grands groupes ou dans certaines grandes thématiques qui sont déjà reconnues. Si on veut faire des avions et qu'on veut faire de l'aérodynamique, on va savoir à qui parler. Et pour des thématiques plus émergentes, c'est un petit peu plus difficile. Alors c'est quoi la prochaine étape, Arnaud et Simon? On terminera avec vous. Arnaud? Donc là, actuellement, dans le cadre du laboratoire commun, on va donc transférer la technologie qu'on avait développée sur un microscope récent, à l'état de l'art. Et l'étape suivante, ça va être de l'utiliser pour exploiter donc son potentiel qui est vraiment unique, pour faire des expériences de recherche fondamentale et démontrer tout le potentiel de l'instrument. Vous êtes excité à cette perspective? Vous êtes sûr de vous? Je suis excité. Et moi, je vous le dis, là, vous avez votre visage qui s'anime. Tout à fait. Écoutez, je suis particulièrement excité, sachez-le. Non, c'est vrai que c'est de belles perspectives. Ouais, non, tout à fait.
Simon, de votre côté? Alors moi, c'est vrai que le fait d'avoir un partenariat comme ça, dans le cadre d'un projet européen, ça permet aussi de produire des grandes quantités de données que je n'aurais pas pu forcément réaliser dans le cadre de mon laboratoire. Donc en fait, ça va m'ouvrir des portes aussi en termes de recherche plus fondamentale. Donc ça c'est très intéressant en fait, d'exploiter finalement ces données qui vont être générées. Donc j'espère m'investir un peu dans cette analyse-là. Et puis on a plein d'idées pour continuer, développer d'autres services. Donc je ne vais pas vous les dévoiler maintenant, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, ça semble aller dans le bon sens puisque vous avez été récompensés. Merci à tous les quatre. Je vous propose qu'on aborde à présent notre deuxième séquence avec deux nouveaux partenaires et experts. Alors dans un ballet très élégant, Marc Lemonnier et Audrey Saint-Lary vont me rejoindre sur le plateau et je vous remercie par avance de votre présence. Audrey, je rappelle que vous êtes directrice du pôle énergie, système et ingénierie chez Toulouse Tech Transfert. Marc, vous êtes le fondateur et le PDG de la biotech Antabio. Je vous propose qu'on accueille les prochains lauréats avant d'échanger tous ensemble sur les bénéfices pour les labos, les entreprises et les startups de se lancer dans le transfert de technologie. Voici donc la remise de trophées dans la catégorie transfert de technologie. On va découvrir ensemble le ou la lauréate. Un transfert de technologie, c'est transformer la puissance de la recherche publique en innovation pour les entreprises. Un chercheur ou une équipe de recherche dans un laboratoire obtient des résultats de recherche et souhaite le transférer à une entreprise déjà existante ou à créer. Toulouse Tech Transfert l'accompagne pour protéger ses résultats et investit dans le développement d'une preuve de concept. Cette nouvelle brique technologique est ensuite transférée à une entreprise, lui conférant un avantage concurrentiel et lui permettant de proposer un nouveau produit, un nouveau service ou un nouveau procédé à destination de son marché. L'exploitation de la licence par l'entreprise génère un revenu qui permettra de financer les recherches dans le laboratoire et les inventeurs. Bonjour Christiane Soum-Favaro, on a le plaisir de vous remettre le trophée 2020 dans la catégorie transfert de technologie. Qu'est-ce que ça vous fait d'être reconnu par vos pairs? Eh bien, merci beaucoup. Je suis très honorée et ravie de recevoir ce trophée qui signe, je pense, un travail acharné qui voit son succès aujourd'hui. Des personnes que vous souhaitiez saluer en particulier? Bien sûr, je remercie toutes les personnes qui travaillent avec moi dans ce projet ETAL, évaluation des troubles acquis de la lecture, le laboratoire qui me soutient également, le laboratoire Orthogone Lorda, et j'imagine, mais j'aurai peut-être l'occasion de le refaire, la cellule de valorisation de Toulouse, de l'université Jean Jaurès, qui m'a permis aussi d'arriver ici aujourd'hui. Christiane Soum-Favaro, en quoi consiste ce transfert de technologie? Donc moi je m'intéresse aux troubles acquis de la lecture. Ce sont des troubles qui surviennent dans la vie de personnes qui ont subi par exemple un accident vasculaire cérébral et qui qui fait des problèmes à ces personnes pour lire, des problèmes plus ou moins sévères. Donc j'ai construit à partir de données scientifiques un protocole clinique d'évaluation des troubles qui est destiné aux orthophonistes ou aux neurologues qui rééduquent des patients de langue française. Et l'objectif pour eux est d'évaluer de façon assez certaine et rapide la nature du trouble du patient qu'ils ont en face d'eux. Ce protocole, il est aussi destiné à la communauté scientifique puisque j'ai l'intention, le désir de récupérer les données pathologiques, si les orthophonistes veulent bien me les transmettre, pour continuer à mener la recherche sur ces troubles de la lecture. Christiane Soum-Favaro, racontez-nous les étapes les plus importantes dans votre transfert de technologie.
Eh bien, j'ai d'abord présenté mon travail et mon projet à une cellule de valorisation de l'université de Toulouse 2, EPSI. À cette cellule étaient présents des gens de l'équipe de Toulouse Tech Transfer qui ont reconnu mon travail et qui ont cru dans le projet que je proposais. Ils m'ont finalement sélectionné pour me donner un financement important qui me permet d'être en lien avec une entreprise toulousaine, une entreprise qui est située à la fois à Lyon et à Grenade, dont le travail est précisément de développer des protocoles cliniques. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? On peut me souhaiter que les orthophonistes adhèrent au protocole clinique et l'utilisent tout en voulant bien me faire passer les données qu'ils ont recueillies. C'est-à-dire c'est un schéma gagnant-gagnant. Vous nourrissez votre base de données, vous affinez votre projet et eux, ils ont à disposition un logiciel de plus en plus précis. C'est ça, absolument. Quel a été l'apport de Toulouse Tech Transfer dans ce projet ? L'apport de Toulouse Tech Transfer est double puisqu'il m'a apporté un financement qui me permet de mener une collaboration avec l'entreprise Apineuron, qui est une entreprise donc professionnelle et c'est absolument nécessaire pour un projet de ce type, pour le projet ETAL. Et en plus de cette participation financière, TTT m'octroie un postdoc pour une durée d'1 an pour travailler peut-être le côté également scientifique du protocole ETAL. Bravo à vous, Christiane Soumfavaro, vous nous avez rejoint. On va échanger dans quelques instants. On va continuer dans la remise des trophées avec celui de la création d'entreprise. Voici le gagnant ou la gagnante. Une start-up Deep Tech, c'est une entreprise créée par ou avec un chercheur pour valoriser ses résultats de recherche susceptibles de générer des innovations de rupture. La création d'une start-up peut être un souhait émanant directement du chercheur ou elle peut s'avérer être la meilleure voie de valorisation pour sa recherche. Grâce à la loi française très favorable, le chercheur et les membres de son équipe peuvent s'impliquer plus ou moins dans la start-up tout en poursuivant une activité au laboratoire. Toulouse Tech Transfer accompagne le chercheur entrepreneur pour construire un projet viable et établir sa feuille de route. Constitution de l'équipe dirigeante, en sollicitant si besoin des porteurs de projets extérieurs, définition des produits ou services, élaboration de la stratégie et du business plan. Toulouse Tech Transfer concédera ensuite tous les droits nécessaires à la jeune pousse pour développer ses marchés et assurer un juste retour financier au laboratoire. Bonjour Jean-Philippe Combier, j'ai le plaisir de vous remettre le trophée 2020 dans la catégorie création d'entreprise. Bonjour et merci beaucoup. Je voulais remercier la région et TTT pour ce trophée qui récompense tout le travail qui a été effectué lors de la création de Micropep Technologies. Jean-Philippe, on vous a remis le trophée création d'entreprise car vous êtes à l'origine d'une innovation de rupture, je crois que c'est le terme qu'on emploie, et vous avez ensuite donc créé une structure ad hoc. Oui, en fait, je suis biologiste moléculaire de formation. Je travaille depuis pas mal d'années sur les micro-ARN et en faisant ce travail, j'ai pu identifier que les transcrits primaires de micro-ARN codent pour des petits peptides. Et ces peptides-là peuvent avoir une application en agronomie notamment pour améliorer le développement des plantes, voire pour diminuer le développement des adventices. J'imagine que, enfin je vous crois sur parole, mais j'imagine que ça a eu un certain retentissement. Nous avons fait en effet quelques jolies publications. Nous avons déposé plusieurs brevets avec notamment l'aide de TTT, ce qui nous a permis de renforcer l'API, la propriété intellectuelle, pour la création de Micropep Technologies. Et Micropep Technologies, maintenant, vise à identifier et commercialiser des peptides en agronomie. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux collègues qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ? Cette aventure est extrêmement enrichissante, on apprend énormément. Par contre, c'est un nouveau métier, c'est extrêmement difficile. Ce ne sont pas forcément les compétences
qu'on a à l'origine, il faut acquérir ces compétences ou être très bien accompagné. C'est le point principal, l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre entreprise pour l'avenir? Faire quelques bonnes levées de fonds, une introduction en bourse et produire plein de peptides pour améliorer les pratiques de l'agriculture en enlevant les produits chimiques. Bravo à vous, Jean-Philippe Combier, vous nous avez rejoint sur le plateau. Alors on est au complet pour aborder notre deuxième temps d'échange que nous avons intitulé « Transfert de technologie, tous gagnants, labo, entreprises et start-up ». Et je me tourne vers vous, Christiane Soum-Favaro, même si on ne peut pas parler, enfin à proprement parler, dire que c'est un transfert de technologie au sens strict. À quel niveau vous pensez avoir été gagnante dans ce schéma d'échange et d'accompagnement? Donc ce que je propose, moi, c'est en effet pas une technologie, mais une application de la recherche qui est issue de la recherche fondamentale en neuropsychologie. C'est une application donc qui se destine aux orthophonistes. En quoi je suis gagnante dans cette histoire, c'est parce que en fait, j'ai pu obtenir des fonds qui me permettent de travailler avec des professionnels dont le métier est de développer précisément des protocoles cliniques. Et c'est très important, enfin c'est indispensable pour que mon projet aboutisse. Vous souhaitiez faire passer un message aux orthophonistes? Non, je plaisante, parce que j'ai vu que c'était très important pour vous, vous l'avez dit 2 fois dans la vidéo, parce que ça dépend aussi beaucoup d'eux finalement. Vous avez le rapport qui a été fait avec Happy Neuron, donc ça s'est mis en place, vous avez un postdoc, mais maintenant vous avez besoin des données en échange pour pouvoir avancer. C'est ça, donc le but, au-delà de l'application clinique qui, j'espère, a un intérêt, et en effet, donc, les orthophonistes le diront parce que soit elles l'utilisent, soit elles ne l'utilisent pas. Mais donc, au-delà de cette application clinique, j'ai le désir de constituer une base de données pathologiques en lecture. À la fois avec des erreurs de lecture et des temps de réaction, une dynamique donc de la lecture. Le temps en fait est important pour le thérapeute comme pour le chercheur pour comprendre les dysfonctionnements en fait de la lecture. Plus largement dans votre domaine d'activité, est-ce que c'est courant ces transferts de technologie? C'est pas, je pense, très courant, mais c'est très important que ça existe et que ça permette à certains chercheurs d'aboutir leur projet. Donc on souhaite que vous fassiez des émules. Jean-Philippe Combier, comment ça s'est passé la création d'entreprise? On décèle un petit sous-texte là, un petit... visiblement vous êtes très à l'aise avec les micropeptides, vous êtes biologiste moléculaire. Le monde de l'entreprise c'est quelque chose de bizarre, de mystérieux, d'intéressant. On met le doigt de pied dedans et puis on est happé. En fait, c'est 2 mondes qui sont complètement différents, oui. Et en plus, je suis intimement persuadé qu'on est chacun doué pour quelque chose. Et moi, je pense être plus doué pour la biologie moléculaire que pour le management ou la création d'entreprise. En tout cas, c'était une expérience vraiment super. J'apprends beaucoup, tous les jours. Et je souhaite tout le meilleur à Micropep et je l'accompagnerai pour ça. Comment est-ce que vous avez appréhendé ce nouveau monde? Vous m'avez parlé qu'on a échangé vous étiez un bisounours, c'est le terme? Oui, dans la recherche, oui, c'est le terme. On est peut-être très naïf, alors que lorsqu'on monte une entreprise, on est dans un monde financier où la finance dirige tout, l'argent dirige tout, ce qui est complètement antinomique avec la recherche fondamentale pour laquelle c'est la connaissance qui dirige tout. Donc ça veut dire que vous êtes entouré de financiers, de gens qui parlent le même langage que... C'est exactement ça. Et je pense que c'est extrêmement important. Il faut être très entouré, et j'ai été très bien entouré avec TTT, avec le CNRS. On a pu identifier un porteur de projet, Thomas Laurent, qui est fabuleux, qui est pour monter Micropep Technologies, et ensuite recruter des personnes qui sont extrêmement compétentes, et beaucoup plus compétentes que moi dans beaucoup de domaines, notamment pour la gestion de l'entreprise. Parce qu'il était important pour vous quand même de faire connaître, de faire savoir et d'avoir des dérivés concrets qui peuvent avoir un impact. Alors là, vous l'avez dit, si on peut éviter d'utiliser des pesticides, c'est quand même très... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un gros gap entre la recherche fondamentale, telle qu'on l'a fait au laboratoire, et a fortiori en biologie moléculaire, on est très très loin de l'application, et des grandes entreprises agro, notamment. Et la création de Micropep Technologies essaie de combler ce gap en amenant un concept, qui sont les peptides, jusqu'à un produit qui
j'espère, sera composé de peptides pour l'agronomie. Ça veut dire concrètement, c'est à quelle échelle de temps qu'on pourrait voir des effets importants de ce que vous avez créé? Ça dépend ce que vous appelez effet important. Non mais me cassez pas mon enthousiasme là. Non. Entre 7 et 12 ans peut-être à terme. Non, l'avantage de l'agro c'est que c'est quand même plus rapide que la pharmaco. Oui. Donc on est... Je ne regarde pas Marc Lemonnier quand on dit ça, parce que là on en parlera, ça fait 13 ans maintenant qu'on se fréquente avec Marc et je n'ai toujours pas compris ce qu'il faisait, mais oui, allez-y. On est sur l'échelle de 5 ans, on va dire. On espère dans 5 ans pouvoir commercialiser des produits. Très bien, c'est relativement court. Audrey Saint-Lary, finalement, on va être sérieux 2 minutes. Pourquoi tous gagnants dans ces rapports entre les labos, les startups, les entreprises? Moi, j'adhère totalement à cette formule. Je pense que ce soit les laboratoires ou les entreprises, chaque entité va capter de la valeur à partir du moment où un résultat va se trouver aspiré dans ce tunnel du transfert, en passant peut-être par le dépôt de brevet, puis par un programme de maturation technique, puis par la licence, et puis enfin jusqu'à l'exploitation commerciale. Et donc, laboratoire et entreprise à différents niveaux vont saisir cette valeur. On peut peut-être rentrer dans les détails au niveau du laboratoire. Je crois qu'on sait tous que la recherche scientifique s'inscrit sous le sceau d'une très grande exigence. Il faut beaucoup de discipline, beaucoup d'abnégation, beaucoup de temps pour obtenir un résultat. On voit bien, et puis surtout après, pour démontrer la fiabilité de ce résultat. Et après, ce résultat, il est confronté aux pairs, c'est-à-dire au sein d'une communauté scientifique. Quand le résultat est aspiré par le tunnel du transfert, j'ai envie de dire qu'il va être confronté à de multiples critères tout à fait nouveaux. On va sortir le résultat du laboratoire, on va un peu le tordre et il va être confronté à des critères économiques évidemment, des critères techniques, mais aussi des critères juridiques, sociaux, éthiques. Bref, c'est une confrontation plurielle. Et, il va y avoir des points d'incompréhension là. Alors certainement il y a du frottement, il y a beaucoup de frottement. Mais en revanche, je dirais que toutes les informations qui remontent par toutes les communautés que l'on va essayer de rencontrer pour essayer de peser un peu ce que ce résultat, cette solution technique va valoir sur son marché, parce qu'on en est là, eh bien, ça va ramener beaucoup d'informations très riches que le laboratoire, l'équipe de recherche va pouvoir aussi utiliser, peut-être pour faire avancer son projet scientifique. Peut-être que l'équipe va pouvoir avoir un autre regard aussi sur sa solution et de nouvelles idées vont être amenées. Voilà. Donc au niveau du laboratoire, on a un apport d'informations qui est vraiment très intéressant. En tout cas, c'est le retour que l'on en a. Et du point de vue de l'entreprise ou de la start-up? Alors, du point de vue de l'entreprise, là aussi, on retrouve de multiples avantages. Alors, tout dépend le type de transfert. Il y a un transfert qu'on aime bien chez Toulouse Tech Transfer, c'est quand une entreprise en fait est intéressée par une solution qui est un petit peu différente de son cœur de compétences. C'est-à-dire une entreprise qui n'a pas les compétences en interne, eh bien elle va être intéressée par un tout nouveau produit. Et pour elle, si elle décide de rester sur son marché d'origine, elle va pouvoir réellement se différencier. Et de notre côté, elle va pouvoir aussi aller capter de nouveaux marchés. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a un autre type de transfert qui est assez fréquent. On l'appelle le transfert Lego, un peu. C'est-à-dire que ce sont des briques techniques. On ne va pas proposer une solution de manière globale, un dispositif global, mais des petites briques, en fait, que l'entreprise va capter pour ensuite positionner sur son produit existant. Et puis, ça va lui permettre soit d'avoir de nouvelles performances, ou ça va donner de nouvelles propriétés à ce produit, ou parfois, bien, ça va réduire ses coûts de fabrication. Et quelque part, les entreprises qui choisissent de faire ce type de transfert nous disent souvent que ce qu'elles cherchent, c'est vraiment gagner du temps. Voilà. Au-delà de cette année particulière, on est sur quelle dynamique ces derniers temps? Est-ce que justement, ce genre de partenariat a tendance à se renforcer, à se diversifier? Alors, je crois qu'il est extrêmement important de pointer sur quelque chose de particulier qu'on a vu cette année. C'est qu'on a eu de plus en plus de personnes qui se présentèrent à nous en tant que potentiels porteurs de projets pour créer des entreprises. PPP, donc PPP chez TTT. Voilà, c'est ça. Je n'y avais pas pensé.
En tout cas, sur des domaines comme l'énergie, les systèmes et l'ingénierie, c'était quelque chose qui n'avait pas été tout à fait observé les autres années. Et cette année, donc, des créateurs, en tout cas des gens qui veulent porter des projets d'entreprise, et en particulier sur les domaines de l'environnement, de la décarbonation, etc., etc. Voilà. Donc oui, on a vraiment observé ça cette année. Mais pas de ralentissement particulier. Je crois que sur certains secteurs sont restés très actifs, et ça a été intéressant d'observer qu'on n'avait pas de décroissance de ce côté-là. J'avais mis 2020 de côté, mais finalement, ça c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Marc, vous avez terminé 2e au concours de ressemblance de, comment s'appelle cet acteur, de Jean Dujardin, ça vous va très bien. Alors pour vous... Je pense ça comme un compliment. Oui, c'est un compliment. Vous savez, je prends une tête de Turc par table. Oui, donc j'ai peur pour la prochaine séquence. Plus sérieusement, pour vous, tous gagnants, parce qu'on doit tous tirer dans le même sens. Oui. Il y a un côté alignement de planète dans tout ça, on le sent bien. C'est-à-dire que l'aventure de l'entrepreneuriat, le transfert de technologie, finalement, c'est d'essayer de mettre en phase et d'aligner la science, le business, le juridique, l'économie, etc. Et il y a un côté un peu miraculeux à tout ça. Mais enfin, les miracles, on peut penser ce qu'on veut, mais il faut les aider quand même un peu. Et c'est là où ça se provoque. Voilà. Toulouse Tech Transfer ou d'autres entités de ce type, pour moi, sont tout à fait essentielles pour épauler le porteur de projet dans des moments où il va devoir obligatoirement les aligner, ces planètes. Sinon, ça ne marche pas. Donc, voilà. Alors je vais employer le terme de mariage de raison. D'un côté, on a un scientifique de haut niveau, de l'autre, une entreprise qui cherche à avoir un produit qui doit trouver son marché. Ouais. Finalement, on est obligé de s'entendre. On est obligé de s'entendre. Alors après, il peut y avoir des mariages de passion aussi. Je pense que dans mon cas personnel, j'ai beaucoup apprécié de passer d'être un chercheur à un entrepreneur. Pour d'autres, ça peut être un petit peu moins facile. Et je pense que la complémentarité dans la formation des équipes, elle peut pallier à certains, on va dire, manques d'enthousiasme pour se transformer soi-même. Mais in fine, c'est le résultat qui compte. À partir du moment où on a une équipe complémentaire et qu'on sait où on va, je pense que tout se passe bien. Je voulais faire un appel, lancer un appel aux orthophonistes. Mais non, mais voilà, je plaisante, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement un alignement de planète au niveau de l'équipe qui va créer l'aventure, mais il faut trouver ses clients, il faut savoir leur parler, il faut les ramener vers soi. Il y a une éducation de marché, voilà, enfin tout ça c'est complexe, mais moi ce que je vois, c'est que ces lauréats cette année, en fait. J'aime beaucoup ce côté sortir un peu des sentiers battus aussi, pas forcément comme un biologiste moléculaire qui pourrait aller vers la santé humaine, se tourne vers l'environnement. On a des projets, le réapprentissage du langage, on dirait un impact sociétal. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette portée très diverse et très variée de ces projets. Alors Jean-Philippe, si vous aviez un dernier conseil à donner à celles et ceux qui veulent se lancer. Il faut je sais qu'on vous a fait perdre 2 heures parce que vous préférez être dans votre labo en train de chercher, mais voilà, si on devrait prendre 30 secondes. Non, c'est bon, je prends le temps sur mon télétravail, ça va. Non, il faut foncer à tout prix. Il faut essayer, il ne faut pas regretter ensuite de ne pas l'avoir fait. Il faut juste être extrêmement bien accompagné, ne pas hésiter à demander des conseils. Et un jour ou l'autre, il faudra choisir entre l'entreprise et le laboratoire, probablement. Et Christiane, un conseil ? La nature est faite de différences. Moi, je ne dirais pas qu'il faut foncer, mais au contraire qu'il faut être patient. Et sans doute un jour, les planètes sont alignées. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci à tous les 4. Il est temps à présent d'aborder notre 3e et dernière séquence. Et on continue ce ballet subtil et élégant. Régine Sutraorus, Pierre Dufresne et Guy Serre sont en train de nous rejoindre. Je rappelle que Régine et Guy sont la marraine et le parrain de cette édition. Et Pierre Dufresne est le président de Toulouse Tech Transfer. Merci d'être avec nous pour le lancement et la remise du dernier prix, le plus prestigieux. C'est le Grand Prix Marthe Condat Suspense.
Grand Prix Marthe Condat porte le nom de la première femme agrégée de médecine. Originaire du Tarn, elle fut enseignante en médecine à Toulouse et publia de nombreux travaux de recherche consacrés notamment à la pédiatrie. Le Grand Prix Marthe Condat récompense la chercheuse ou le chercheur particulièrement remarquable, identifié parmi les candidates et candidats toutes catégories confondues, des trophées de la valorisation de la recherche. Chaque année, là où le lauréat du Grand Prix Marthe Condat reçoit un trophée et une dotation importante sous forme de matériel. Un impact significatif sur les moyens disponibles pour son équipe de recherche. Bonjour Nathalie Vergnol, on est ravis de vous remettre ce Grand Prix Marthe Condat 2020 dans le cadre des trophées de la valorisation de la recherche. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, directrice de recherche à l'Institut de recherche en santé digestive. Quelques mots de remerciement peut-être ? Ah oui, absolument. Écoutez, merci à Toulouse Tech Transfert, merci au jury de reconnaître notre travaux. Et puis, pour moi, c'est surtout un grand merci à l'équipe avec laquelle je travaille, parce que c'est un travail d'équipe, la recherche. Et même quand on fait de la valorisation, encore plus. Donc, c'est vers les gens avec qui je travaille tous les jours que mes remerciements vont. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, Nathalie, c'est qu'après être allé faire vos armes à l'étranger, vous êtes revenue à Toulouse. Racontez-nous. Bah oui, mais en fait, je suis un pur produit toulousain, élevé à l'université Paul Sabatier, où j'ai fait toutes mes études jusqu'à la thèse. Et puis ensuite, je suis partie au Canada en postdoc pendant 2 ans. Et puis ensuite, j'ai pris un poste d'assistant professeur au Canada, dans une université canadienne à Calgary, pendant 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, ben, voilà, j'ai souhaité revenir en France, et puis j'ai souhaité revenir à Toulouse surtout, où j'ai d'abord établi une équipe, ce qu'on appelle ATIP Avenir, donc accompagnée par l'INSERM et la Fondation Bettencourt. Et ensuite, cette équipe ATIP Avenir s'est transformée en équipe INSERM. Et puis, depuis 2016, on a aussi eu ce projet de création d'une unité de recherche, donc là, l'Institut de recherche en santé digestive, qui aujourd'hui compte plus de 220 personnes et tous dédiés à la recherche sur les maladies du système digestif, du foie et de l'intestin en particulier. Le jury a tenu à vous récompenser parce que vous êtes très connue en tant que céréale valorisatrice, c'est-à-dire que vous menez un grand nombre de projets qui visent à valoriser la recherche. Est-ce que vous pouvez mettre en avant les projets plus emblématiques selon vous ? Alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec différents industriels et sur différents sujets. J'ai en tête trois exemples que je peux partager avec vous. Le premier, c'est un exemple de valorisation à partir d'une découverte faite au laboratoire. Alors il faut dire que notre activité de recherche, puisqu'on est un laboratoire académique, on fait de la recherche fondamentale et ce qui nous anime, c'est de comprendre les mécanismes des maladies. Et à partir de cette compréhension, bien, parfois, on identifie des cibles, des molécules, des récepteurs, des protéines qui peuvent être des cibles pour le développement thérapeutique. Et donc, à partir de ces études, on a identifié une protéine en particulier qui est absente chez les malades atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et donc, on a imaginé que faire synthétiser cette molécule et puis la délivrer dans le côlon de ces patients, ça pouvait avoir un effet bénéfique. Donc, on a fait tous ces tests-là et puis on a breveté cette invention puisqu'il s'agissait de faire délivrer cette protéine par des bactéries de l'alimentation. Donc, faire une espèce de probiotique amélioré, encore plus efficace. Et cette découverte-là, elle a capté l'attention d'un industriel français qui, aujourd'hui, est en train de le développer. Alors, avec nous aussi sur les réflexions de ce développement. C'est ce qui est agréable parce qu'on continue donc de réfléchir avec eux. Mais aujourd'hui, c'est une découverte qui est dans leurs mains et est en train d'être développée pour la production et le soin aux malades. Donc ça, c'est un premier exemple de collaboration avec l'industrie. Alors, il y a aussi un projet, je crois, où à la base, c'est l'amitié qui va déterminer, et finalement, vous allez arriver à des choses très concrètes.
Oui, ça c'est un deuxième exemple, un bel exemple qui me tient beaucoup à cœur. Effectivement, c'est une histoire d'amitié au départ. Je vous l'ai dit, j'ai fait mes études à Toulouse et puis sur les bancs de l'université Paul Sabatier, à côté de moi, un garçon appelé Philippe Luel qui après a eu un autre parcours que le mien. Moi, je suis partie au Canada, lui, il est parti à Paris dans une grande boîte industrielle et puis il a créé en fait une compagnie qui s'appelle Eurosphère. Qui est une CRO pour Contract Research Organization et ils ont développé différents modèles dans le domaine de l'urologie et puis on est toujours resté en contact et quand je suis rentrée en France, immédiatement on a eu l'envie de retravailler ensemble et de développer ensemble des modèles. C'est ce qu'on a fait. Alors au départ, des modèles d'inflammation, de douleur dans le domaine de l'urologie qu'on a développé ensemble et qu'aujourd'hui ils proposent à leur catalogue. Et puis après, on est passé à des choses beaucoup plus compliquées, ambitieuses, et on a développé la culture d'organoïdes. Et donc il s'agit d'aller isoler dans des tissus de patients des cellules souches à partir desquelles, dans de bonnes conditions, on recrée un mini-organe, donc dans des boîtes de pétri, si vous voulez. Et ces mini-organes, donc, on peut comprendre la pathologie ou on peut les utiliser pour faire du test de médicaments. Et donc là aussi, c'est vraiment un co-développement qu'on a fait entre Eurosphère et nos laboratoires. Et aujourd'hui, Eurosphère propose ces modèles à son catalogue aussi. Et nous, on continue d'utiliser ces modèles pour notre compréhension des mécanismes fondamentaux. Donc là aussi, au départ, une histoire d'amitié qui s'est transformée en belle histoire scientifique. Et puis, il y a un dernier exemple peut-être, qui est un exemple à l'international, d'une collaboration qu'on a eue avec GSK, donc GlaxoSmithKline, cette grande industrie pharmaceutique au Royaume-Uni, où avec eux, on a screené, co-développé des candidats médicaments sur une cible qu'on avait déterminée, nous, au départ, dans notre recherche fondamentale. S'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez faire passer à vos collègues chercheuses et chercheurs, lequel serait-ce ? C'est vraiment d'interagir avec les industriels. C'est une richesse absolument incroyable. Ils savent énormément de choses, ils ont une autre vision que la nôtre et en fait juste confronter nos visions, c'est vraiment une extrême richesse dans notre réflexion scientifique et ça nous fait aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait fait tout seul dans notre coin. Bravo, félicitations à Nathalie Vergnol qui nous a rejoint. Alors ce Grand Prix aurait dû vous être remis en main propre par Nadia Pelfi, qui je rappelle est vice-présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée en charge du développement économique, de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur. En raison d'un contretemps, elle ne pourra malheureusement pas être avec nous ce soir, mais elle a tenu à vous le remettre par le truchement de la vidéo. On regarde. D'abord, je voudrais remercier une nouvelle fois la société d'accélération Toulouse Tech Transfer et son président, Pierre Dufresne, de me faire l'honneur de pouvoir remettre ce prix Marthe Condat, qui est la volonté d'affirmer l'excellence de la recherche au féminin. Ensuite, me réjouir de pouvoir le décerner cette année à Madame Nathalie Vergnol, qui est directrice de recherche à l'INSERM, mais au sein de l'Institut de recherche sur la santé digestive. Madame, c'est un très grand plaisir que de vous remettre ce prix qui s'ajoute aux nombreuses distinctions qui sont déjà les vôtres pour un parcours toulousain, mais qui s'exprime à l'international au regard des très nombreuses collaborations que vous avez eues sur différentes applications technologiques, notamment sur les recherches qui ont été les vôtres dans la lutte contre les inflammations intestinales, un sujet qui touche de très nombreuses personnes et pour lequel vous avez fait des découvertes majeures, notamment dans les usages de protéines qui permettent de trouver des solutions. Donc un très grand plaisir, un très grand honneur et toutes nos félicitations. Bravo, bravo donc Nathalie. Je rappelle que le trophée a été réalisé spécialement pour cet événement par le sculpteur et plasticien Gérard Bogo, qui est un artiste toulousain reconnu. Et ce n'est pas tout, car vous le voyez à côté de moi, c'est un chèque de 40 000 € qui vous est remis, entre guillemets, la situation reste en distanciel bien sûr, par Pierre Dufresne. Alors quelques mots Pierre. Même pour vous, il est énorme, hein, ce chèque, c'est beau, vous le voyez de loin. C'est significatif. Voilà, c'est le terme, soyons modérés. Significatif. C'est significatif.
D'abord, ça décerne quand même, Nathalie, merci, c'est un exemple, c'est vraiment un exemple remarquable sur la qualité de la recherche toulousaine, sur la qualité des relations avec les industriels et le transfert. Donc, mené par une femme aussi, on peut le noter, c'est le prix Marthe Condat. Donc, c'est pour moi vraiment emblématique, quelque part. Tout comme l'année dernière, on avait été très satisfait d'avoir Guy comme lauréat. Donc c'est un remarquable prix, j'en suis très fier. Et je suis très heureux de pouvoir contribuer au développement d'une activité dans le laboratoire. Donc c'est vraiment, on coche toutes les cases, c'est parfait. Alors quand on a échangé, Nathalie, je vous ai un peu taquiné en vous disant que vous étiez habitué à recevoir des distinctions et vous m'aviez rétorqué que celle-ci était importante car elle vous permettra justement de financer un tournant que vous souhaitiez prendre depuis longtemps dans votre labo. Oui, tout à fait. D'abord, je veux dire moi aussi combien cette aide est significative. La significativité pour les scientifiques, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc oui, c'est une aide significative qui va nous permettre de prendre un tournant qu'on souhaitait prendre déjà depuis un certain temps, qui est un tournant vers l'étude du microbiote, en particulier de la forme biofilm des microbes dans l'intestin. Il se trouve qu'on a recruté cette année un jeune chercheur qui amène à l'équipe cette expertise-là. Et cette aide va être cruciale justement pour équiper ce pan de recherche qui vient au sein de l'équipe avec ce jeune chercheur. Et donc c'est vraiment une aide qui tombe à point pour le développement de nos recherches. Allez, pour ce dernier temps d'échange, nous avons voulu nous focaliser sur la contribution de la recherche et de l'innovation à la relance. Alors Pierre Dufresne, on rappelle qu'on souhaitait débattre avec Nadia Pelfig de cette place de l'innovation dans le plan de relance. Mais que malheureusement, on l'a dit... Elle n'a pas pu être des nôtres ce soir, mais c'est un sujet qui est important, l'impact de l'innovation, la place de la recherche dans le plan de relance. Et c'est un sujet qui tient à cœur à Nadia Pelfig. Et donc, je suis content, très content, qu'elle puisse faire part de sa vision et partager la vision de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée au travers d'une vidéo qu'on a pu enregistrer. On regarde. Monsieur le Président, cher Pierre, effectivement, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur la remise de ce prix Marthe Condat. Et oui, vous avez raison, pour la région Occitanie, la recherche, l'innovation sont des éléments majeurs et décisifs de la relance à moyen et long terme. Alors je le sais, nous le savons, beaucoup d'acteurs sont encore dans une phase d'urgence davantage que de relance. Mais la responsabilité des pouvoirs publics, la responsabilité des sociétés d'accélération de transfert technologie, c'est de pouvoir poser les jalons de notre avenir commun. Parmi ces jalons, nous avons, y compris au sein du Green New Deal, ce plan de transformation du développement de la région s'appuie sur des chapitres d'innovation, de recherche extrêmement forts et je suis heureuse que nous ayons pu l'adopter il y a de cela quelques jours à une très très large majorité. Notre action en tant que région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée sur la recherche et l'innovation se fonde sur 3 objectifs finalement. Le premier objectif qui est de soutenir financièrement la recherche collaborative entre les entreprises et nos laboratoires de recherche dont l'excellence est une réalité mais qu'il nous faut faire savoir plus fortement encore. Le deuxième objectif, c'est que pour permettre cette recherche collaborative, y compris pour celles et ceux qui seraient un peu plus loin de cette démarche et que nous contribuions à générer une interface efficace, c'est-à-dire que nous nous tenions aux côtés de nos entreprises pour leur indiquer les laboratoires de recherche académique qui seront pour elles, pour eux, les plus indiqués. Et enfin, c'est de faire en sorte que, au sein des laboratoires de recherche publics, nous puissions repérer des projets qu'il faudrait accompagner de leur maturation à une recherche appliquée ou, plus encore, à ce qu'on appelle en bon occitan le time to market. Or, pour cela, évidemment, pour servir les objectifs, il faut décliner des dispositifs, des outils. Il y en a une quinzaine. Je pense immédiatement à 2 d'entre eux, le dispositif GRAIN, qui permet d'associer les laboratoires de recherche et nos entreprises.
Je pense également au dispositif PRIME que nous constituons avec l'Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées qui sera présenté à la commission permanente du mois de décembre. Donc là, immédiatement après notre prix Marthe Condat, et qui permettra de financer des apporteurs d'affaires au sein des laboratoires de recherche, d'aller vraiment sur une adresse au marché plus forte en accompagnant nos laboratoires. Bref, sans vouloir être plus longue, vous dire que quand on parle de relance, quand on parle de souveraineté, d'industrie, ça ne peut se faire qu'avec la profonde conviction qu'il faut que cette recherche, cette innovation soit au diapason des besoins d'un territoire. Parce que la force de la recherche, c'est aussi de répondre aux besoins de société, aux besoins de nos citoyens. Et je crois que dans le prix qui sera décerné ce soir, on voit combien la recherche est utile, collectivement et individuellement, pour notre santé, pour notre confort. C'est aussi l'objet de ce que nous mettons en œuvre avec un tout nouveau dispositif qui s'appelle les défis clés, qui est une manière que de traduire les besoins de nos concitoyens et de voir comment nos laboratoires publics peuvent y répondre de manière forte. Les défis clés que nous avons adoptés, les 4 premiers pour cette année 2020, qui seront suivis de 4-5 autres projets en 2021, adressent les sujets de la biodiversité auxquels nos concitoyens sont extrêmement attachés, adressent le sujet de l'infectiologie et des virus et des vecteurs de diffusion de ces virus-là, ou des sujets liés à l'alimentation. Bref, des sujets qui sont au corps du débat de société et qui permettront de démontrer, j'en suis certaine, que la recherche et l'innovation sont au cœur des enjeux de société et que grâce à des organismes comme la SAT, ces objectifs sont désormais aussi des solutions proposées à tout un chacun en territoire. Et c'est pour ça que je suis extrêmement heureuse d'être, cher président, cher Pierre, une nouvelle fois à vos côtés. Merci. Alors on va continuer ensemble le débat avec vous, Guy Serre. Alors on rappelle juste que l'année dernière, donc vous étiez le gagnant du Grand Prix Marthe Condat, vous aviez gagné un appareil à PCR qui a connu un drôle de destin. Expliquez-nous. Oui, parce que cet appareil avait été acquis en tout début d'année 2020 et quelques semaines plus tard est apparue l'épidémie de Covid. Et le laboratoire hospitalier de virologie, à ce moment-là, était sous-équipé alors qu'il devait développer dans des volumes importants d'examens les tests de PCR pour la détection du Covid. Et nous avons mis à disposition du CHU de Toulouse cet appareil qui venait d'être livré dans notre laboratoire et qui a été utilisé donc très, très utilement par le laboratoire de virologie et qu'il est encore à ce jour, puisqu'après la première vague, nous nous apprêtions à récupérer cet appareil pour nos chercheurs. Lorsque la deuxième vague est apparue et que le laboratoire de virologie, qui n'avait toujours pas été livré des appareils en commande auprès de la société Roche, qui était le fournisseur de notre appareil à PCR, a donc demandé que le maintien de ce prêt se poursuive. Et il se poursuivra jusqu'à la fin de cette deuxième vague, qui j'espère va arriver bientôt, parce que nos chercheurs aimeraient pouvoir disposer aujourd'hui de cet appareil à PCR. Vous savez qu'au bout d'un an et un jour, il est à eux. Hein. Nous avons signé tous les contrats utiles pour qu'ils reviennent vers nous. Vous me rassurez. Alors plus sérieusement, vous avez remarqué justement que cette année, toute la recherche internationale s'est mobilisée dans des proportions importantes. Donc ça, quand la recherche et l'innovation se mettent en branle, effectivement, ça contribue plus que fortement, ça a un impact social et sociétal remarquable. Ah ben oui, là on a eu avec cette épidémie un exemple absolument prodigieux de la manière dont toutes les forces internationales de la recherche publique et privée dans le domaine des biotechnologies et des immunotechnologies s'est mise en branle pour faire face à cette épidémie et pour le développement de tests diagnostiques, d'abord par PCR, mais aussi de tests immunologiques pour la détection de l'immunisation contre le Covid, et puis dans un deuxième temps, tous les laboratoires pharmaceutiques concernés par la vaccination qui ont développé des tests que l'on voit arriver à maturité aujourd'hui, et puis de nouvelles méthodes thérapeutiques avec des immunothérapies ciblées. Bref, une mobilisation sans précédent de la recherche internationale, certes avec de gros moyens, mais une mobilisation de la communauté de recherche qui a abouti dans des délais extrêmement brefs à des succès considérables, puisque les premiers patients en Grande-Bretagne ont été vaccinés aujourd'hui même. Donc c'est évidemment sans précédent dans l'histoire des biotechnologies et de la recherche médicale.
Alors d'un point de vue plus personnel, en tant qu'ancien lauréat, est-ce que vous auriez très modestement un conseil à donner à Nathalie Vergniol? Alors, à Nathalie, sûrement pas, puisque je pense qu'elle a un parcours qui témoigne de la large connaissance qu'elle a de tous les aspects de la valorisation industrielle, puisqu'elle a, dans les différents thèmes qui ont défilé au cours de cette soirée, elle cochait à peu près toutes les cases et elle aurait pu concourir à peu près dans tous les thèmes. Donc, je ne lui donnerai pas de conseils, simplement je m'associerai aux autres membres du jury pour lui adresser moi aussi mes félicitations. Et je suis très heureux d'avoir pu, avec la quasi-unanimité du jury, lui octroyer ce prix, et octroyer ce prix à une collègue de l'INSERM qui est comme moi directrice d'une unité de recherche intéressée à la physiopathologie humaine et aux maladies humaines et qui de surcroît est sur le même site de l'hôpital Purpan. Vous voyez, on est vraiment tout à fait voisins et je suis très heureux de la féliciter. C'est-à-dire, si je comprends bien, vous étiez au jury, c'est votre collègue, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Très bien. Écoutez, je pense qu'il n'y en avait pas et la marraine industrielle peut en témoigner. Vous confirmez, Régine Sutraorus, tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé. Les délibérations? Tout a été respecté, tout a été fait dans les règles. Alors ça va. Justement, Régine, comment recherche et innovation permettent-elles la relance économique? Alors on s'en doute plus sérieusement, mais c'est important, je crois, de le marteler et d'enfoncer le clou. Alors moi, je vais enfoncer le clou pour l'aéronautique, puisque c'est ce que je connais. L'aéronautique est fortement impactée par la crise actuelle. La région Occitanie, je pense, l'a subie de plein fouet, cette crise-là. Donc nous devons trouver des moyens de relancer cette industrie aéronautique, qui est quand même une belle industrie française. Pour la relancer, effectivement, il va falloir apporter des innovations. Il faut aussi écouter les messages qui ont été renforcés avec cette crise, faire des avions plus verts. Voilà, on a eu quelques messages d'aéronautique un peu bashing. Pour produire des avions en fait, qui seront globalement plus verts, on aura besoin effectivement de carburant, on a besoin de moteurs plus performants, on aura besoin de matériaux, donc tous les travaux sur les matériaux qui vont permettre d'avoir des matériaux recyclables, des matériaux qui coûtent moins, tout ce qui va être méthode, outils, donc, qui vont nous permettre de gagner sur les temps de cycle. Et si j'en viens au sujet que je connais un peu mieux, c'est-à-dire autour de l'électrique, pour nous aider à rendre nos technologies électriques plus compétitives, tout ce qui va pouvoir être apporté au niveau des batteries. Aujourd'hui, les batteries ne permettent pas de faire des avions commerciaux long courrier compétitifs, on ne saurait pas les faire décoller. Au niveau des fuel cells, on a parlé hydrogène en tout début de cette soirée, tout ce qui va permettre de rendre en fait toutes les technologies électriques, au niveau des conversions, au niveau des machines, plus compétitives avec, je dirais, les trois mots un petit peu clés de l'aéronautique, qui vont être la fiabilité, qui vont être le coût aussi, et qui vont être les performances et la masse pour pouvoir embarquer ces technologies dans des avions, quoi. Donc effectivement, on compte beaucoup sur l'innovation pour encore améliorer la compétitivité et être capable de relancer cette économie aéronautique qui est vitale quand même pour nos territoires, quoi. Et pour cela, vous faites confiance au monde de la recherche et de l'innovation? Oui, moi je fais confiance. Mon passage à l'IRT m'a permis de mieux les connaître, de mieux les comprendre. Donc je pense que nous, industriels, devons mieux présenter nos enjeux. J'ai entendu des fois des messages, on n'a pas forcément accès aux enjeux, aux verrous. C'est quoi le problème? Donc nous devons être capables de mieux présenter nos enjeux. Et face à ces enjeux, effectivement, je pense que la recherche française a un fort potentiel pour y répondre et apporter des solutions. Oui, enfin, moi j'y crois fortement. Pierre Dufresne, c'est pas à vous qu'on va... Enfin, vous êtes déjà convaincu par le thème de cet échange. Oui, bien sûr. Pour moi, l'innovation est un moteur de la relance, que ce soit pour des entreprises qui cherchent à s'améliorer dans un contexte qui est difficile, mais aussi pour des entreprises qui ont besoin de se redéployer, d'imaginer autre chose, un peu ce que mentionnait Audrey tout à l'heure, c'est-à-dire de pouvoir élargir le portefeuille. On parle de pivotement éventuellement sur les entreprises qui ont besoin d'adresser de nouveaux marchés. Ça s'est beaucoup accéléré avec la crise qu'on connaît. Tout à fait. Et adresser les nouveaux marchés, c'est beaucoup plus facile si on part d'un avantage concurrentiel au départ. Et cet avantage concurrentiel, on va le chercher dans les laboratoires de recherche. On est bien pourvu localement? La recherche
de la région Occitanie et en particulier de sa partie occidentale est extrêmement diverse, très riche. Beaucoup d'initiatives. Hein. Comme les lauréats de ce soir le montrent. La diversité des lauréats a montré que... C'est vraiment ça. On parle de l'hydrogène, on parle des biotechnologies végétales, on parle de la santé. Et Toulouse est quand même un bassin de recherche qui est très riche et très performant. Pas seulement académique. Il y a aussi de grosses forces de R&D dans les entreprises, dans les grands groupes. Et il y a une synergie qui n'est pas encore peut-être idéale, mais qui fonctionne. Et c'est très encourageant. On n'est plus en phase d'évangélisation. Là, je pense que les industriels et les chercheurs ont compris qu'il fallait se rapprocher. Disons qu'un certain nombre d'entreprises l'ont compris, un certain nombre de chercheurs l'ont compris, et ça fonctionne. Mais on n'a pas fini d'évangéliser parce que certains milieux sont plus difficiles d'accès. Les PME, quand on est patron de PME, la priorité, c'est peut-être pas toujours la R&D ou la collaboration avec la recherche publique. C'est d'abord la trésorerie, surtout par les temps qui courent. Donc il est nécessaire Comment on fait pour rendre le monde académique plus accessible à ces cibles qui pour l'instant ne sont pas encore touchées, vous l'avez dit, parce qu'elles ont le nez dans le guidon. Il y a beaucoup d'efforts des collectivités. Il faut le reconnaître, Nadia le disait, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour aider les entreprises à collaborer avec la recherche publique. Il y a l'État, les mesures de l'État pour compenser le fléchissement et les difficultés rencontrées pour l'emploi en R&D, notamment les jeunes docteurs, les thésards. Il y a des dispositifs d'abondement des efforts de recherche des entreprises qui sont extrêmement conséquents, qui sont déployés en ce moment même. Et donc, je pense que c'est très encourageant que les pouvoirs publics, au sens large, prennent en compte cette problématique. Est-ce que le plan de relance, à l'instant où on parle, a pris en compte justement à la hauteur de ses ambitions? Il le prend en compte, mais le plan de relance est sur pas mal d'années. Et on parle aussi du PIA 4, du programme d'investissement d'avenir, le 4e volet, qui va intégrer le plan de relance, une partie du plan de relance, et qui est doté de gros moyens, là encore, au profit de la recherche publique et de la collaboration avec les industriels. Alors de votre côté, Nathalie, on l'a dit, vous cochez toutes les cases, c'est une bonne soirée pour vous, une belle récompense. Comment votre institut s'inscrit-il dans des activités de recherche qui ont des débouchés importants dans la relance économique? Il y a un aspect extrêmement important pour nous, une de nos missions, évidemment la recherche est notre mission, mais une autre de nos missions, c'est la formation. On forme des jeunes docteurs, on forme des techniciens, on forme des ingénieurs. Et le partenariat, les collaborations qu'on peut avoir avec l'industrie, ça fait une porte ouverte directe pour ces jeunes que nous formons et qui de toute façon ne resteront pas au laboratoire parce que voilà, leur futur est ailleurs. Et donc ces collaborations vraiment font que ces jeunes ont des débouchés très rapides. En ce qui nous concerne, dans nos collaborations avec des partenaires industriels toulousains, il y a plusieurs des gens qui ont été formés au laboratoire en thèse, sur des diplômes de techniciens, sur des diplômes d'ingénieurs, qui sont allés chez nos partenaires industriels, qui ont trouvé leur premier emploi chez nos partenaires industriels. Donc c'est vraiment des passages extrêmement importants pour l'emploi. Donc c'est une des façons qu'on a d'abonder ces choses-là. Et puis les partenaires industriels aussi, avec qui on collabore, sont à même de nous dire, nous, c'est ces technologies-là qui sont d'intérêt pour nous. Comment est-ce que vous pourriez nous aider à les développer? Et cette osmose fait que, évidemment, du côté industriel, ça crée de la valeur et de l'innovation. Il y a aussi un avantage, vous avez une recherche qui est valorisable plutôt rapidement. Alors ça dépend des laboratoires. Certains s'inscrivent avec des recherches valorisables assez rapidement, d'autres moins. J'ai compris que ce terme était relatif. Oui, après, la valorisation, parfois, et ça a été dit aujourd'hui, parfois on ne s'y attend pas. Et c'est parfois justement les industriels qui nous y mettent le nez dessus parce qu'on n'avait pas du tout anticipé que ce qu'on faisait était valorisable. Ça arrive très souvent, d'où l'intérêt vraiment de discuter avec des partenaires industriels. Est-ce que vous sentez qu'il y a un focus, un intérêt particulier du fait qu'on vit aujourd'hui une crise qui est liée à la santé? Est-ce que vous
sentez qu'il y a d'autres partenaires ou des gens potentiellement qui s'intéressent à vos recherches, alors que jusqu'à présent, ce n'était pas forcément leur domaine de prédilection? Oui, alors ça a aussi été évoqué, l'environnement. Les questions environnementales sont prégnantes pour la santé, mais inversement, des choses qu'on peut travailler dans le domaine de la santé peuvent avoir des conséquences sur des approches environnementales. Donc oui, il y a des ponts, même là où on les imaginait pas. D'accord. Si vous aviez, on va terminer, on vous laisse le dernier mot. Là encore, un conseil à donner aux générations futures. On vous enregistre, on va le graver, on va l'envoyer dans un satellite ou on le met sous terre, on le rouvre dans 50 ans. Zéro Nathalie pression. Vergniaud m'a dit zéro pression. Un conseil, c'est vraiment pour les chercheurs académiques de ne pas considérer qu'on s'éloigne de nos missions quand on va parler avec les industriels, bien au contraire. C'est d'autres volets de nos missions et il faut vraiment échanger avec ces partenaires qui savent d'autres choses et qui enrichissent notre réflexion scientifique. Pierre, conclusion. Conclusion, moi je voudrais remercier tous les gens qui ont œuvré. Alors, en premier lieu, les lauréats. À travers les lauréats, en fait, l'ensemble des chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants du site, bien sûr. Les équipes qui ont permis cette réalisation, vos équipes, les équipes de Toulouse Tech Transfer, la région, qui ont fait de gros efforts pour que ce soit une réussite. Et très sincèrement, je pense que le cru 2020 est relativement satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Absolument. Merci à tous. Merci Nathalie Vergniaud, merci à notre marraine, merci à notre parrain, merci au jury et aux partenaires, merci de nous avoir suivis à distance et on espère vous retrouver, alors j'aime pas ce néologisme, mais en présentiel l'année prochaine, avec de nouveaux lauréats et de nouvelles collaborations encore plus fructueuses. À bientôt.